l'heure de la guerre. Le message, cette fois encore, est on ne peut plus clair. Petit signe dans l'autre sens, le président algérien Chadli, qui a déjeuné hier avec François Mitterrand, estime que les chances d'une solution arabe ou même amiale concrète à l'ONU sur la question palestinienne étaient données. C'est ce que précise le ministre algérien des Affaires étrangères. Moscou. La situation est toujours difficile. Ce matin, dans les rues de Moscou, la capitale soviétique, a eu lieu une manifestation suivie par environ 1500 personnes qui réclamaient à la fois la démocratie et qui protestaient contre les risques de dictature actuelle. Voilà une nouvelle illustration de la situation qui se dégrade en Union soviétique. D'ailleurs, hier soir, le KGB a retrouvé ses vieux fantasmes et les plus beaux accents de la guerre froide. Vladimir Kriouchkov, le patron du KGB, accuse l'Occident d'empoisonner l'aide alimentaire qu'il expédie en Union soviétique. Antenne de Moscou, Corinne Pertu. Les vieux démons sont de retour. Bien, nous allons commencer le reportage sur Jules Canal, ce patriarche de la famille Canal dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Pépé, car je suis ton petit-fils et c'est ainsi que je t'appellerai tout le long du reportage. Ma première question va porter sur ta naissance et ton enfance. Tu peux nous rappeler quand est-ce que tu es né? Moi, je suis né la belle Eugène, en 1900. Où es-tu né? Eh oui, ma mère, j'étais né père inconnu. Et ta mère est née où? J'étais né père inconnu. Mais tu es né dans quel village? Mon père ne m'a reconnu que 2 ans après. Tu es né dans quel village? Quand il s'est marié à ma mère, Tu es né dans quel village? en 1902. Tu es né en 1900? J'ai porté le nom Canal. Tu es né en 1900, hein? Ja. Au début du siècle, donc. Hein? Tu es né au début du siècle. Oh oui. Mais le février, je suis né. 19 février 1900, tu naissais à Antras dans le village. Oui, Antoine. Tiens, est-ce que tu peux nous parler? Tu es allé à l'école? Dans ce village ici même. Est-ce que Antras. jusqu'à quel âge as-tu été à l'école? Hein? Jusqu'à 10 ans. De quoi te souviens-tu? Nous allons parler de la période qui va de ta naissance jusqu'à la Première Guerre mondiale 1914. Là, Attends, nous allons d'abord parler de ce que tu as fait jusqu'à cette première guerre. En dehors de l'école, que faisais-tu? j'ai quitté l'école en 1910. Et Je suis allé dans les vaches, en Béthilie de Rouille, en 1910. Et avant 1910, jusqu'à tes 10 ans, Et en 1911, je suis allé comme mouche à l'usine, à Saint-Antoine. que faisais-tu à cette usine? Eh bien, la papeterie, du papier. Combien de temps l'as-tu fait? Là, j'ai travaillé, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 14. Quand mon père est parti, j'ai quitté pour faire le travail à la maison. D'accord. Mais nous allons revenir un petit peu sur l'avant 1910. Entre ta naissance et tes 10 ans. Tu allais à l'école, mais tu faisais quoi aussi? À l'école, en 1910, je l'ai quitté l'école. Jusqu'à quelle classe as-tu été? C'était la religion, mais après, c'est fini. Bien. Nous allons directement passer maintenant, si tu le veux bien, à cette Première Guerre mondiale. Comment l'as-tu vécu? Tes parents sont partis à la guerre, ton père... Mon père est parti à la guerre en 1914, au troisième jour dans la mobilisation. Alors moi, j'ai quitté l'usine, que j'ai gagné 3 francs par jour à ce moment-là. En 1914, j'ai gagné 3 francs par jour. 3 francs par jour. Oui. Toujours à l'usine? J'étais à une poste Lequel? que te dirais-je, tu peux pas te... Tu étais toujours à la papeterie depuis Oui, la 1911. papeterie de Saint-Antoine. Bien, cette Première Guerre mondiale, tu es resté à Antras, au village. Tu as remplacé la J'ai famille. remplacé mon père. Voilà, ton père. Qu'est-il devenu? J'ai fait un travail pendant 4 ans, ce qui faisait mon père avant la guerre. Tu l'as remplacé pendant la guerre, quoi. Et en 18, le 7 septembre 1918, j'ai passé le conseil de révision à 18 ans. Bon pour le service. Cela veut dire que tu as failli partir pour la guerre. Eh oui, la guerre est partie, les Allemands avançaient. Donc, tu as failli partir pour la guerre. Et alors, mon père m'a écrit une lettre en me disant « Choisis mon régiment, tu as le droit de rentrer dans mon régiment. » Il était au front, mon père aussi. J'avais ça en préfecture, il me dit « Monsieur, ne vous engagez pas, parce que la vie de la guerre, après, ça peut durer longtemps.
La guerre va bientôt finir. Dans 15 jours ou un mois, les Allemands reculent maintenant. Et alors, je suis revenu. Et je suis parti en 1920 au service militaire à 20 ans. Ah. Je suis allé à Paris au défilé de toutes les nations, quoi, de tous les alliés de France. Alors, tu fais ton service militaire à Paris en fait. On a mangé au jardin de Luxembourg, on y est resté 15 jours à Paris. Qu'est-ce que tu as fait à Paris? Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On a été là pour défiler, et puis on nous a gardés 15 jours. Quel était le président de la République en 1920? Ah, Poincaré. Poincaré. Tu as défilé devant Poincaré. C'était bien, oui. Alors, ce service militaire, il a duré combien de temps? Nous sommes rentrés à Paris, à Castelnaudary, c'était mon régiment, Oui. 53. Et j'y ai fait 2 ans là. 2 ans de service militaire. Est-ce que tu te souviens d'une histoire particulière? Comment as-tu vécu ce service militaire? J'ai été libéré en 1922. Oui, mais avant d'être libéré, tu as fait 2 ans. Pendant ces 2 ans, est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier, un grand souvenir? Oh, et là, je faisais le mitrailleur. Tu étais mitrailleur. J'étais mitrailleur là, oui. Ça consistait en quoi? Tellement que je pouvais partir en Allemagne avec les camarades, et tout le régiment est parti. Oui. Le capitaine mitrailleur m'a dit, Canal, tu vas rester avec moi. Tu es un des plus forts pour la mitrailleuse. Je suis resté là. À quoi? Parce que moi, je prenais la mitrailleuse avec les 2 pieds, là, la mitrailleuse quiche, au pas élastique, j'allais la passer derrière le nez, comme il m'a dit à Tudag. Qu'est-ce qu'il À t'a dit? Tudag Martin, il a sauvé une compagnie française. Et il a tué tous les Allemands. Ah bon? Il était chef de pièce, lui. Il était Oui. caporal, quoi. Il était couché, il commandait les tirs. Les Allemands arrivaient. Une mitraillade, il a nettoyé tous les mitrailleurs. Lui, couché, n'a pas été touché. Alors, les mitrailleurs, le chargeur, le tireur, les voyeurs, derrière, tout a été noyé. Il a pris la mitrailleuse sur son dos, une caisse à chaque main. Il est parti derrière lui et à tir de fauchage, il a abattu les Allemands. Il a été décollé de la Légion d'honneur. Et passé au grave à Tudag. Ils ont mis à Tudag et à peine s'ils avaient signé. À peine s'ils avaient écrit. Alors, quand il m'a vu à moi, pour voir tu sois ce cas-là, tu te le feras ça. Il y en avait d'autres comme moi. Oui. Les autres n'ont pas pu la sortir. J'ai chargé la mitrailleuse, le quiche, les canons et tout, derrière le nez. Eh bien, mon vieux, ça va. Moi, j'ai fait comme toi. C'est pour ça qu'il a gardé là. J'ai fini mon service là, la mitrailleuse. À la mitrailleuse, donc. La mitrailleuse tu du étais machine. mitrailleur. Elle fonctionne, ça réplique par mouvement perfectionné. Et ça y est. Tu finis ton service militaire. Je suis rentré à 22. Tu rentres en 22. Vous rentrez à Antras. Quel est l'événement essentiel qui va arriver dans ta vie après ton retour de l'armée? Qu'est-ce qui t'arrive d'important, Pépé, en 1924? Eh bien, en ce temps, j'ai repris le travail de la terre et puis à la journée, à droite et à gauche, partout. Il y avait du travail partout. Il n'y avait pas de chômage à ce moment-là. Donc tu travailles à la Je ferme. travaillais partout, aux entreprises. Et puis, en 1924, qu'est-ce qui t'arrive? En 24, je me suis marié, je suis venu vivre ici. Mariage en 1924. Est-ce que tu t'en souviens? C'est sûr. Comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as connu, Pépé? C'est le voisin là. Vous étiez voisins? Eh oui. Et comment ça s'est passé, votre rencontre, votre mariage? Qui a décidé? On s'est aimés, on s'est mariés. En quelle année? En 24, le juin. Vous êtes mariés à Antras. C'est pour Gérard. Et un an plus tard, qu'est-ce qui se passait? Un an plus tard, nous avons eu la fille, la première fille. Et cette première fille s'appelait, Et là, après, on a eu ta belle, là. vous avez appelé Marinette. Marinette. Pourquoi vous l'avez appelée Marinette? C'est parce que maman s'appelait Marie. En 25, elle est. Elle est née à 25. Le 2 février à 25. Alors, naissez votre première fille et votre deuxième fille. Et votre deuxième fille. 27 juillet. Qui ça? Marcel. Marcel était donc votre deuxième fille. Marcel Clémentine. Et ensuite arrivait votre petit garçon En 33. en Et 33. Jean est né en 33. Arrivait donc votre petit 6 ans garçon après. 6 ans après. Jean.
Cher-aimé. Alors le monsieur m'a dit, un vieux du pays, moi j'ai eu 2 filles, qui ont 2 ans de différence. Je voulais un garçon. J'ai attendu 6 ans. Ma femme me disait, ça sera notre fille. Un vieux m'a dit ça. Au plus des temps de la lune, que la femme a fini ses règles, tu peux y aller, ça sera un garçon, ça n'a pas manqué. Et il me l'a dit à moi. Et moi, j'avais écouté ce monsieur-là. Et le 28 juillet 1932, j'ai proposé à bébé, tu veux qu'on l'essaye? Cet homme m'a dit ça. Et puis, comme tu voudras, nous avons été d'accord, nous avons fait Jacques. En 32. En 32, naissait donc Le le 28 petit. juillet en 32, le 28 avril en 33, Jacques est né. Jour par jour. En 29, Qu'est-ce qui t'arrive? le maire m'a appelé si je voulais rentrer dans le conseil municipal. Tu as accepté? J'ai accepté. Ça a consisté en quoi? Et alors, il n'y avait que les hommes qui votaient à ce moment-là. Et je suis été un des plus forts avec le maire, qui a été battu aussi. Le maire s'est retiré, quoi. Et il était avocat à la cour d'appel de Toulouse. Oui. Il n'a pas voulu rester conseiller municipal. Et les autres, les socialistes, sont passés. Tu étais Mais socialiste à nous l'époque. avons été les plus forts, 54 voix, et la majorité était à 130. Quel parti? Et les socialistes, Ah, tu étais parti la socialiste. majorité était à 130. Il fallait avoir 130 voix pour être élu. Oui. Moi, je l'ai eu 54 avec le maire ancien. Tu as été adjoint? Conseiller Alors, municipal. c'était ça. C'était en 1929. Voilà pour Je suis resté de législature en tant que celle le temps de passé, je me suis bien avec le Parti socialiste alors. Oui. Du moment que j'étais tout seul au village. À l'époque du Front populaire. Et alors, oui, et alors, la guerre s'est égalée en 1939, nous avons été dissous. Bien, nous allons maintenant en venir à la Deuxième Guerre mondiale, au conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu as été mobilisé? Et j'étais mobilisé, moi, je suis parti. Où ça? En 1939. Où as-tu J'ai mobilisé? fait 6 mois de... Dans le Lula. La Renate de Nagui. Combien de temps est-il parti? Renate de Nagui. Il est parti longtemps? 6 mois. Je suis parti à Tashkent, garder le fourneau là-haut, et puis à Orlus, garder la centrale là-bas. Ils avaient peur que les Espagnols viennent bombarder la centrale. Heureusement, tu n'as pas été directement sur le front. Et là-haut, je ne sais pas comment je m'en suis revenu. Ça, je ne te l'ai pas compté. On m'a envoyé au nord de la île, là-haut, Oui. à 1700 mètres d'altitude. Il y avait la neige. Et alors, quand je suis monté, il n'y avait pas de neige. Le sentier piéton était marchable, c'est quoi, il y avait à peine un peu de neige comme ici. Et le 19 anniversaire, le grand ans, on me téléphone en bas que les pères de famille de 3 enfants étaient libérés. Kyoto m'a amené à la centrale à Orly là-bas pour me porter à Pamiers pour me faire démobiliser. Il y avait 1 mètre de neige. Du jour que je suis arrivé là-haut, il a neigé pendant 5 jours, sans arrêt. Il y avait 1 mètre de neige. Il y avait le téléphonique, là, le machin qui porte le ravitaillement, et puis le fil téléphonique qu'on avait. Et il a décidé qu'il venait d'en bas. Attends si je voyais les fils. Et il me dit, les copains, ne te perds pas, tire sur la droite. Je me suis foutu sur la droite, là, une pluie m'est venue, je me suis enfoncé jusqu'au cou, dans la neige. J'y suis resté 4 heures. Et la neige est tombée à flot. J'avais assez de travail et me tirer la neige sur la tête. Je suis pas mort. Alors, les autres, à 4 heures, quand ils ont vu que j'étais pas descendu, ils sont montés. Ils criaient que là, je ne pouvais plus parler, j'étais roué complètement, glacé. Alors, je me suis tourné comme j'ai pu, j'ai arraché les jambes. Et alors, j'ai vu le fil. Et les camarades arrivaient. Canal, où vas-tu? Oh, il est perdu. Hein. J'ai été en vie. Je ne suis pas mort ce jour-là, 4 heures dans la neige. La moindre des choses, c'est d'avoir une chanson de circonstance. Eh bien, je vais te la chanter. Émile Desprez. Parmi tout reste toujours la plus féroce, car les enfants petits et grands, par sont frappés, tués, massacrés. Et parmi tant d'autres victimes, nous y trouvons Émile Desprez, un de ceux des héros sublimes dont le nom sera honoré.
C'était alors ce beau village, voisin des mines de Dulcie, où les mineurs pleins de courage pour nous travailler jour et nuit. Mais les Allemands, comme des brigands, ayant pu pénétrer en France, dans le Nord s'avançaient partout, éprouvant leur vaste vengeance, massacraient et détruisant tout. Dans une auberge du village, un des soldats, le lieutenant, faisant des gestes de sauvage à la patronne en l'insultant, mais un sergent français dans un coin roulé. Mais il eut quand même la force de tuer le lâche allemand, et les autres bandits s'efforcent de saisir le brave sergent. Qu'on le prenne, qu'on le fusille, blâmer un chef des Allemands, et qu'on l'attache après la grille, encore pendant quelques instants, pour voir fusiller ces 15 ouvriers. Ces mineurs pris dans le village, tous armés encore contre nous, et riant l'officier sauvage les fit mettre ensemble à genoux. Le sergent qui brûlait de fièvre, au gamin demandant peu d'eau, mais lorsqu'il apporta ses lèvres, des gestes brusques le bourreau, sur lui la repaille, et prenant l'enfant, il ordonna qu'on le fusille à côté du brave sergent, mais pendant qu'on le déshabille, l'officier réfléchit pourtant. Pauvre petit, je te fais grâce, dit le bandit au pauvre enfant, si tu veux bien viser en face pour frapper ce maudit sergent. Et l'affreux bandit lui présente un fusil. Et le gosse aussitôt prend l'arme et paraît viser le sergent. Mais soudain, sa quête de l'arme frappe le soldat allemand. Ah, bête, 15 ou 20 soldats allemands, le frappant de leur baïonnette et tirant tous à bout portant. Pauvre petit, je t'aime. C'est une très belle chanson. Merci Pépé, merci Pépé pour depuis la guerre de 14-18. Et celle qui nous C'était la regarde. guerre de 14-18, Oui, enfin on est sur la deuxième, mais c'est pas Mon grave. père m'a porté la Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier, un moment où tu as failli peut-être être confronté à la mort à cause de nos occupants, les Allemands? Ah, alors, mon vieux, alors c'était pendant la guerre de 30. Que t'est-il Je arrivé? mène une vache à la réquisition à foie, Oui, avec un copain de Gilaval, là, que j'ai bien connu. Alors, on mangeait au café Catalan, qui est ici à Gaulle. La poste n'était pas faite à Gaulle, oui. oui, Et alors, on mangeait une boîte de sardines, là, et 2000 litres de lait qu'on avait trouvé, 2000 litres de job. oui. Puis le travail, et depuis le matin, 7 heures, je suis avec du copain, là, nègre, et la bière blanche à côté, attachée à une agacia, là. Il le touche, quand on lui marche, on marque. Lui a dit comme ça, en patois. Ils se sont retournés. Le revolver là, qu'est-ce que vous avez dit? À lui. Il est resté muet. Vous parlez ou vous parlez pas? On vous descend tous les deux. Et le revolver là est sur la table, oui, à tous les deux. Monsieur les officiers, je vais vous le dire en français. Il ne connaît pas le français. Il parle que le patois. Il a-t-il été complètement? Il n'a dit rien de mal. La vache que vous avez touchée, c'est la sienne, la noire, elle est nègre. Il a dit magre en patois, nègre en français. Ils se sont regardés. Bon, attention, seconde fois, capote, douane de français, douane, pas de police. Ils sont pas à 50 mètres dans le forêt, là. Je lui dis en patois, t'es quand on a demandé de gagner la guerre. Les Allemands ont gagné la guerre, on doit se soumettre là. Ils allaient voir là. Messieurs les officiers, je vais vous le répéter en français. Je lui ai fait une réponse que vous avez gagné la guerre. Capote, ils se parlent entre eux dans l'Allemagne, ça y est. Bon, cette fois-ci, nous vous l'assurons. Mais la troisième fois, 1945. en 1945, oui. Comment as-tu appris la libération du pays par les Américains, les forces alliées? Le petit poste là, chez de Ramon, il a lancé là, le petit poste. Il a lancé. Vous avez appris donc la libération, pour le petit poste. l'armistice de Moi je ne savais pas encore le petit 1945. poste.
Bien, nous allons donc maintenant voir la troisième partie de ta vie. Anthony Michel. Alors, nous, attention, nous parlons de l'après-guerre. Quels sont les coups durs dans ta vie? Ce sont ces opérations que tu as subies. Hein? Après la guerre, tu as arrêté ton Après la travail. guerre, il m'a suis allé faire des piquets. 5. Tu as fait quoi après la guerre? Je faisais des piquets pour gagner ma vie. Tu gagnais ta vie en faisant des piquets. Tu vois? Tu as fait que ça? Je les faisais des millions et des millions, je les fait. Des piquets pour les Pour enclos. les millions du Pays-Bas. D'accord. Tu t'occupais de ta famille aussi quand même. Tu vois, 30 francs le mille. Tes enfants. Il fallait faire 30 000, il fallait faire 1000 piquets pour gagner 30 francs. Eh oui, c'était dur. 1000 piquets, appointés, attachés, et coupés, ainsi de suite, et ma couplesse. Tu as donc fait beaucoup de piquets. Mais l'agriculture, tu avais des champs. L'agriculture, les champs, on travaillait les champs, l'été, on travaillait les champs, l'été, j'en faisais pas les piquets. L'été, je travaillais la terre. L'été, la terre. Et l'hiver, L'hiver, à partir du 11 novembre, je partais au piquet. Ah voilà, c'est Et ça. le temps qu'il fasse, voilà. D'accord. Hein? Et la grange, la ferme, tu avais des animaux à cette époque-là? En 14, Non. Après la guerre, qu'avais-tu pour... mon père est parti avec des vaches. Avec des vaches, j'ai conservé. Encore mon frère a du... Des chevaux? Des Les juments? chevaux, il n'y en avait pas, les chevaux. Il y avait les ânes. Un âne? Les ânes remplaçaient les chevaux. Ah, les ânes, tu avais Des ânes, des bourriques, des ânes, comme tu vois, des bourriques. Des poules, des oies, des dindons, des chèvres, des boucs, non, il n'y avait pas de ça. des cochons. Des cochons, on avait. Tu as fait les cochons alors. Non, les cochons, c'était la nourriture de l'hiver. Vous mangiez ce que vous faisiez en fait. Eh, moi, j'ai les saucissons. Vous n'achetiez pas les conserves. Hein? C'est pas vrai, maman. Je viens de dire. Retraité de l'agricole. Ah, retraité agricole et la salariée en plus. Et la salariée de toutes les choses de Oui, piquet. j'ai touché 52 000 francs de l'agricole parce que l'hiver. Quelques problèmes. La santé, là, je vais t'aboucher le coin là. Vas-y, je t'écoute. La santé en 70, je vais me faire soigner pour le docteur de Dieu, le Dieu. Oh, il faut faire du régime, il ne parlait pas d'aller passer une radio. Alors, un beau jour, il y avait 6 mois qui me soignaient. Bon, le mal d'estomac, je ne pouvais rien manger, je me blessais. Je trouve la mort qui me dit, bon, monsieur de Dieu est parti à Toulouse, parce qu'il a une ferme à Toulouse, une maison à Toulouse, le Dieu. Il y a son fils qui a commencé, le fils. C'est votre père qui me soigne pour telle chose. Qu'est-ce qu'il vous donne, mon père? Il me donne ça et ça et ça. Allez, moi je ne vous consulte pas. Vous allez demain matin passer la visite de ce monsieur Poncy à Foix. Là, un petit point, mais avec des remèdes nouveaux, peut-être, ça vous évitera l'opération. Je ne trouvais pas de grande amélioration, oui. Et je travaillais pareil. Alors j'avais cette année j'avais au moins 20 sacs de pommes. J'avais rempli la grange et le grenier. La dernière sac que je demande de grenier, de pommes. Oh, quelque chose m'a pété là. Une gorgée de sang. Oh putain. Une ulcère de l'estomac. On m'a creusé l'estomac, on m'a ouvert et on m'a mis un caoutchouc. C'est la première opération. Oui. Tu en as eu d'autres depuis? En 72, j'étais guéri. Pour l'appétit, j'avais remis de la tension, tout, j'étais en forme. Un matin, je venais au jardin, je m'encolais, il y avait 2 jours déjà, je faisais du sang en faisant mes besoins. Je ne sais pas le lit, je ne disais pas. Ma bouche et par derrière aussi. Et je pouvais boire. Alors, le porte qu'il avait, il s'assit là et se chauffait. Il parlait en allemand. On n'y comprenait rien. Moi, je ne me suis pas levé. Mon lion s'est levé. Oh, alors, au bout d'un moment, ils ont arraché un paquet de cigares. Et des cigares lourds comme ça. Bon, ils ont enlevé au feu là. Et ils ont mis ça dans la poche. Du tabac allemand. Vous avez du tabac français. Bien. Pas tabac, les français, non.
Alors mettre le doigt là, au cul et là-dessus. Ah, pauvre moi, je me suis levé. Ah, bordel de Dieu, je n'aime pas toi. Si j'avais un copain comme moi, avec un coup de poing, je sais que j'avais 40 ans, moi, à ce moment-là. J'avais senti, et le physique, il y avait par terre, là. Si j'avais été dans le pauvre tavernier qui est mort il y a 2 ans, l'année après, le verre, c'est tout. Oh putain! Il m'a foutu la puce à l'oreille. Alors j'ai dit à Dieu, faites-moi le test, oui. Je viens d'apprendre le verre qui ne va pas plus. Au moins, je ne l'ai pas soigné, alors, si tu fais de ça. Il m'a fait le test, oui, il faut partir, il faut partir. Pour la grosse, il faut partir. Allez! En 77, on m'appelle la prostate. 15 jours après, je reviens, guéri. Le tuyau qu'on m'avait mis à 70 est sec. Je ne pouvais plus rien avaler. Donc on t'opère. Je ne pouvais plus rien avaler. Je suis pas d'accord le bord. Le Sénégalais, mais en 91, tu m'as dit, Gauthier, le Sénégalais, moi je ne serai plus là de ce canal. Il faudra revenir. Changer, parce que chaque 10 ans, ça se serre, ça se serre. Et voilà la question. Toi, et t'es toujours là. T'es toujours là. Tu as 90 et je ans. suis là. 90 ans, 5 opérations, 3 enfants et combien de petits-enfants? 17. 7 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, ça fait 14, et 3 enfants, ça fait 17. 17 petits-enfants. 17 héritiers. Bravo, la famille peut être Il n'y a que fière. vous les trois qui n'avez pas fait d'enfants, autrement j'en aurais longtemps. Mais ça viendra, sois patient. 17 petits-enfants, Jules Canal et Aurélie, oui. Cassan, Mais fais par là, ma carrière. mariés. Quand tu tenais la fille au lit, il fallait ta... Relevez-vous belle endormie, car votre amant vient pour vous parler. Ni je ne dors, ni je ne sommeille, toute la nuit je pense à vous. Joli gala, marierons-nous. Ah oh. Allez, allez, dire à mon père, et si mon père le veut bien, nous irons passer le contrat demain. Non, non, dragon, ma fille est trop jeune, elle est trop jeune de 2 ans. Faites-lui l'amour en attendant. Oh non, l'amour, je ne veux plus la faire, car tout galant qui fait l'amour 2 ans est bien en danger d'y perdre son temps. Comment ça arrive, oui. Dans la nuit, tout en regrettant mes tendres amours. Bravo, jolie, superbe chanson qu'on appréciera toujours de réentendre. Il est là-bas, de pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de glières, et au Touloulou, c'est le nom du cabaret. La servante, jolie, gentille, légère comme un papillon, comme soleil petit, nous l'appelions la Madelon. La Madelon vient au jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, un caporal, l'âme de compagnie de fantaisie, semblait trouver Madelon un bon matin, en lui disant: oh Madelon, que tu me plais beaucoup, je viens pour te demander ta main.